Pour parler d'abord de la voiture thermique, peut-être parce que l'Union européenne a renoncé ce mardi à imposer aux constructeurs automobiles de passer au tout électrique en 2035. Mais là aussi, ça va être une usine à gaz qu'on va monter, si j'ai bien compris, parce qu'il y aura des normes, il y aura des formats. Ah bah oui, maintenant qu'on a bousillé toute la filière thermique dans toute l'Europe, on se dit ah bah tiens, c'est pas possible en fait. Mais bon, allez, c'est Noël, on va pas se mettre en colère, mais on devrait, parce que en fait c'est nul. C'est nul, comme sur tellement de sujets. L'Union européenne a fait n'importe quoi, a imposé des règles au nom de l'idéologie, n'importe quoi. On a envoyé tous les clients en Chine. Les voitures thermiques, les voitures électriques vont submerger toute l'Europe. Les Chinois vont submerger toute l'Europe. Bon. Et là, c'est pas marche arrière toute. Il s'agit juste d'autoriser un petit pourcentage, 10% de véhicules thermiques entre 2035 et 2040. C'est important. Olivier de Lagarde. C'est important, mais écoutez, Luc Châtel, il était ce matin sur France Inter. C'est celui qui connaît le mieux, sur France Info, il était celui qui connaît le mieux ces sujets-là. Mais écoutez, ceux qui nous écoutent tous les matins, ça fait un moment. Peut-être même depuis le début de l'émission, qui a 9 ans, qu'on dit que tout ça est ridicule, tout ça est grotesque, qu'on fait sur les voitures électriques, ce qu'on a fait sur le nucléaire. Zéro. Ces gens sont zéro. Donc je ne peux pas vous dire autre chose. Ceux qui pilotent, qui ont pris ces décisions, sont zéro. Et d'ailleurs, ils le disent eux-mêmes ce matin. Mais ce qui est très intéressant, c'est que Olivier de Lagarde. Cette directive, elle date d'une période où l'Europe, dans toute sa suffisance, se disait nous allons dicter la nouvelle conduite du monde. Nous allons imposer au monde entier la voiture électrique. Mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a été totalement balayé. Et balayé par les Chinois, balayé par notre propre impéritie. Allez dire ça à M. Canfin et tous ces gens qui dirigent l'Union européenne et qui veulent imposer leur diktat à la France, qui veulent tuer ces pauvres bêtes pour les émissions de gaz à effet de serre, Canfin, avec toute la bonne volonté du monde, aura fait énormément de mal à ce pays. Mais lui et tant d'autres. Il aura sauvé la planète. Mais il aura sauvé la planète, monsieur. Et puis il aura sauvé lui. Il se sera sauvé lui-même. Hein. C'est surtout ça. Voilà. Il aura sauvé son. Vraiment, c'est ça qui est quand même le plus important. C'est Noël. On va pas il y croit. Vous avez tort. Comment écoutons monsieur Luc Châtel. Luc Châtel ce matin. 60% des voitures chinoises qui sont vendues en France depuis le début de l'année sont des voitures thermiques. Voilà. Donc les Chinois, ils ont compris qu'il ne fallait pas une solution unique. Contrairement à ce qui est dit, rabâché, notamment par beaucoup d'ONG, les Chinois, ils ont compris qu'il fallait laisser faire les différentes technologies. Ils ont regroupé toutes ces nouveautés dans une appellation qui s'appelle Nouvelle Énergie. Mais là-dedans, vous avez de la batterie, vous avez de l'hybride rechargeable, vous avez de l'hybride. Donc, ils ont laissé faire la diversité de technologies. Mais ça veut dire que le thermique a quand même vocation à s'éteindre en France et en Europe. Non, puisque dans la décision qui a été présentée hier, il y aurait encore 10% qui seraient à des conditions possibles, drastiques. Hein. À des conditions importantes, notamment l'utilisation d'acier recyclé, d'acier vert, et l'investissement dans les carburants décarbonés. Mais encore une fois, ce qui est important, c'est que on va permettre à une filière de continuer à exister, à vivre, et c'est un signal assez fort. Quel monde, Vincent Hervouette? Oui, 10%. 10% de véhicules thermiques, mais fabriqués avec de l'acier. Au lieu de 0%. Voilà. Fabriqués avec de l'acier. Et c'est 10 aujourd'hui, ça sera 15. En fait, comme c'est pas possible, l'électrique, en fait, ce n'est pas possible. Donc, je vous le dis aujourd'hui, voilà, ce n'est pas possible. Donc, on va aller à 10, et puis après, on va aller à 15, et puis on va aller à 20, et puis on va aller à 30, parce que ce n'est pas possible. C'est pas parce que si vous fabriquez vos voitures selon les critères dont parlait hier soir Pascal Canfin, justement, avec de l'acier vert, etc., ce seront des Lamborghini, ce seront des voitures dont le coût sera exorbitant. Mais évidemment, mais ce n'est pas possible. Pas des Twingo. Ce n'est pas possible, mais c'est ce qu'on appelle un idéologue. Un idéologue, tout doit rentrer dans la bouteille. Oui. Donc les idéologues, quand on leur parlait du communisme, on leur disait mais ça marche pas là, il y a 50 millions de... Oui, mais c'est transitoire. Ça va marcher. Ça transitoire, faut bien passer par... Bon, c'est ça un idéologue. Donc ça ne marche pas. Ça ne marche pas, mais vous pouvez multiplier les exemples. Mais tant que le système ne sera pas mis par terre, ou en tout cas tant que ceux qui dirigent le système, parce que l'Union européenne pourrait être dirigée différemment. Vous voyez, le problème, c'est peut-être pas tant l'Union européenne que ceux qui la dirigent. Après, c'est une question de vote. Au bout d'un moment, les députés européens, ils ont été élus aussi. Sur liste. La majorité a changé quand même. Il y a eu un coup de barre à droite, ça se sent, on empêche dans les décisions. Et Mme von der Leyen, elle est quand même revenue beaucoup sur le Green Deal, c'est pas pour rien. Hein.
Oui, parce que le réel, il y a un moment, le réel, c'est comme dans tous les domaines. Et puis, ça s'appelle la démocratie. Éric Nolot, qui pense toujours que tout est foutu. Ben oui, moi je vous regarde vous énerver. Moi qui possède la sagesse de celui qui sait que tout est foutu, j'observe que l'abandon de la voiture thermique n'arrangeait pas les Allemands, on y renonce. Oui. Le Mercosur arrange les Allemands, on n'y renonce pas. Maintenant, je vous demande, est-ce que c'est une coïncidence? Je ne crois pas. Je pense que c'est les Allemands qui dirigent l'Union européenne. Donc, et le prix de l'électricité, pareil. Il y a une forme de cohérence là-dedans. C'est pas absurde. Hein. Les Allemands font ce qu'ils veulent. Et nous sommes à la remorque. Bon, autre sujet, c'est le maire de Chécy. Alors ça, c'est quand même extraordinaire, le maire de Chécy, parce que les gens ont découvert ça. C'est l'absurdistan, le maire de Chécy. Faut le saluer d'ailleurs, cet homme, parce qu'il est courageux. Olivier Bourgeot, c'est un maire d'hiver droite. Ça fait 30 ans qu'il est élu local. Et il doit... il en a marre. Oui. Il en a marre, il a bien raison d'en avoir marre. S'il avait refusé, il risquait une sanction. Donc, il risquait plus qu'une sanction, il risquait la prison. 75 000 € d'amende. Il risquait la prison. Oui. Mais il risque toujours une sanction d'ailleurs. C'est ça qui est... Même en démission. Mais voilà, et tout le monde... Ça fait partie sur des sujets, tout le monde est d'accord. Tout le monde dit, bah oui, ce maire a raison, mais rien ne bouge. Je disais, Emmanuel Macron, le 13 mai dernier, il a dit, bah oui, on l'écoutera tout à l'heure, il dit c'est une bonne mais rien ne bouge. Il est président de la République, si lui-même ne peut pas le faire bouger... Il y a la Convention européenne des droits de l'homme et la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Eh ben, écoutez, voilà. Merci, Sarah Salman. Vous avez parfaitement raison, donc il faut mettre le système par terre. Il faut changer de système, puisque... C'est pas facile, parce que c'est la Constitution. C'est pas facile, parce qu'il y avait une décision de 1993 où le Conseil constitutionnel était très clair sur le sujet. Donc faut changer le système. Après, le Conseil constitutionnel, on a parlé hier, ils ont une réunion de temps en temps, ils ont payé 17 000 € par mois. Donc, mais on m'a dit que j'étais démagogue quand je disais ça. Donc, je ne savais pas que c'était autant. Jamais. 17 000 € par mois. C'est les mieux payés de toute la République. C'est votre argent. Les efforts, c'est pour les autres. Hein. Eux, ils ont le droit. Il n'y a pas de souci. Bon, voyons le sujet de Vincent Farandez, le maire de Chécy. Depuis lundi, cette commune de Seine-et-Marne n'a plus de maire ni d'adjoint. L'équipe municipale de Chécy a démissionné après avoir été forcée de marier un homme sous obligation de quitter le territoire, notifié en 2022. Il ressortait des déclarations de monsieur que sa motivation semblait plus résider dans la régularisation de sa situation personnelle que dans le mariage. Dans le doute, nous avons signalé le dossier au procureur de la République. Le procureur a répondu qu'il ne doutait pas de la sincérité de la relation, qu'il ne s'opposait pas au mariage. Sans officier d'état civil, impossible de procéder au mariage. Ici, les habitants que nous avons rencontrés soutiennent la décision de l'équipe municipale. Je trouve que c'est une prise de conscience. On n'a pas à valider un mariage d'une personne qui n'est pas acceptée sur le territoire. À partir du moment où quelqu'un est en OQTF, il quitte le territoire et donc il ne peut pas se marier. Je pense qu'il a fait, pour moi, le bon choix. Je pense que sa décision, elle est courageuse et c'est respectable, en fait, tout simplement. Le maire de la commune et ses adjoints restent néanmoins membres du conseil municipal. Ils n'ont pas souhaité s'exprimer. On va écouter ce que disait Emmanuel Macron. C'était le 13 mai sur le plateau de TF1. Il échangeait avec Robert Ménard, qui lui-même avait été visé par ce type de procédure. Le droit est mal fait. C'est-à-dire que le droit permet à un maire de s'opposer à un mariage s'il y a une suspicion de mariage blanc, ce qui n'a pas été le cas, le procureur ne vous a pas suivi. Et après, en effet, on ne reconnaît que la liberté de se marier, qui est une liberté constitutionnelle. Mais on ne protège pas le maire. Et vous ne changerez rien si, les 2 années je pense qu'il a raison, c'est le bon sens. Très bien. Et que moi, je suis pour qu'on exécute les OQTF. Bon, mais alors quand est-ce qu'il change ? En fait, c'est toujours pareil. Quand est-ce qu'il change ? Il veut... Oui. Vincent Herouette ? Vous avez eu une réunion la semaine dernière, la fin de la semaine dernière, de la plupart des ministres de la Justice, du Conseil européen. Le Conseil européen, je ne vais pas vous faire un cours d'instruction civique, mais il y a un très bel hémicycle à Strasbourg, un beau parlement avec des drapeaux, et qui la plupart du temps est vide. Les écoles défilent et le visitent. Et ça a été construit après la guerre pour abriter la Cour européenne des droits de l'homme et la convention qui a été instituée par la Convention européenne des droits de l'homme. Ça date de 1948, si je me souviens bien. Et c'est elle qui impose une forme de, à la fois sa jurisprudence et en même temps le respect des traités. Donc ça se règle pas comme ça, ça se dénoue pas comme ça. Si les ministres de la Justice du Conseil européen, pas de l'Europe telle que vous la connaissez, c'est pas l'Union européenne, c'est le Conseil de l'Europe. Le Conseil de l'Europe, c'est les 27 plus la Turquie, il n'y a pas la Mandchourie, mais vous avez 50 pays. Vous avez la Géorgie, vous avez l'Ukraine, vous avez toutes sortes de pays.
vous avez 100 marins. Donc, il faut que tout le monde soit d'accord. Il faut que tout le monde soit d'accord. Alors, pour détricoter, vous pouvez vous pouvez dénoncer la Convention européenne des droits de l'homme. Et pourquoi on la dénonce pas? Mais c'est pas si facile que ça. Par exemple, les Britanniques, ils ont fait le Brexit pour pouvoir contrôler leurs frontières. Oui. Mais ils la contrôlent toujours pas, parce qu'il y a la Convention européenne des droits de l'homme. Donc ils essaient d'en sortir. Et pourquoi ils dénoncent pas la Convention européenne des droits de l'homme? En fait, on peut rien faire, quoi. On peut rien faire. Si, bien sûr. Non, mais vous pouvez remettre le dentifrice dans le tube, mais remettre le dentifrice dans le tube, c'est lent et c'est compliqué. Bon, on peut rien faire. Bon, parce que c'est un problème. Mais non, mais moi, je comprends. On peut déjà modifier la On Constitution. peut rien faire. C'est-à-dire que même le président de la République... Modifier les traités, c'est compliqué. Voilà. Et en plus, vous avez des juges qui sont... Alors, il faut dire la vérité jusqu'au bout. Les juges de la Cour européenne des droits de l'homme qui se cooptent sont des juges ultra-progressistes en général. D'accord, alors dites les choses clairement, on ne peut rien faire, comme ça c'est clair, continuez braves gens, on ne peut rien faire. Et que Emmanuel Macron ne vienne pas nous dire qu'il va changer les choses. Mais non, mais silence dans les rangs. Disons, écoutez, la prochaine fois qu'Emmanuel Macron vient sur un plateau, on dit, vous pouvez rien faire, on est d'accord. Mais c'est la vérité. Au revoir, monsieur Macron. Mais c'est la vérité. Vous imaginez le président et ça... et son épouse première dame, comme des sortes de César. Mais c'est une illusion. Très bien. Il y a très longtemps que le transfert de la souveraineté a été opéré. Mais ça, tout le monde le comprend. Après, on pourrait peut-être modifier la peine, parce que 5 ans d'emprisonnement, 75 000 euros d'amende... Mais à vous, c'est la peine que... Il y a que ça qui vous choque. C'est la peine, non. Pascal, on dit que rien n'est possible, je vous donne des pistes de réflexion. Oui, la peine. Moi, je voudrais modifier surtout quelqu'un qui est en OQTF, il ne reste pas sur le territoire, il ne se marie pas en France. Mais une fois qu'on a dit ça. Eh ben on le fait. Il vient de vous expliquer que ça allait être compliqué. Eh ben on le fait, ou on fait rien, ou on fait autre chose, on va jouer aux boules, j'en sais rien, on fait de la pétanque et on dit pas qu'on va être président de la République. Si on peut rien faire. Oui, enfin on peut rien faire. Non, on crée des rapports de force. Quand vous êtes endetté jusqu'au cou, vous maîtrisez pas vos frontières, que vous êtes un foutu de faire appliquer finalement. les règles. Jacques Serret veut dire quelque chose. Le plus efficace, c'est le maire qui démissionne. Je vais parler de lui. Oui, mais dans les faits, il n'y a rien qui change. Il met le débat au milieu de la table. Pascal, il y a une expression que vous employez souvent. Bravo au maire, c'est ce que j'ai dit. Bravo, monsieur Bourgeot. Il y a une expression que vous employez souvent, c'est ouvrir le capot. Dans ce dossier précis, il y a quelque chose que j'ai découvert. C'est, au final, la marge de l'exécutif serait d'exécuter l'OQTF. Mais en l'occurrence, le problème dans ce dossier, c'est que l'OQTF, elle a été délivrée en février 2022. Donc, il s'agit d'un individu algérien en situation irrégulière, sous OQTF, mais depuis 2022. Mais puisque cette OQTF a été délivrée il y a plus de 3 ans, eh bien, cette OQTF n'est plus exécutable. Pourquoi ? Parce que plus de 3 ans. Et donc, en fait, pour que cette... C'est-à-dire qu'un OQTF qui est au-delà de 3 ans, c'est caduc. Mais c'est pas renouvelé. Non, il faut qu'il y ait une nouvelle OQTF pour que ce soit exécuté. Mais ça, qui la déclare, cette nouvelle OQTF ? Il faut que ce soit la préfecture. Et donc la préfecture ne fait pas une nouvelle OQTF. Et pourquoi il ne le fait pas, le préfet ? Automatique. Si cet individu ne s'est pas fait remarquer durant ces 3 années, il n'a pas commis de méfait. C'est magnifique. Voilà. C'est magnifique. Ce pays est magnifique. Profiter de ma niche parlementaire pour m'exprimer. Oui. C'est un problème philosophique plus global. De plus en plus, les droits individuels menacent les droits collectifs. C'est ça qu'il faut changer. Mais attendez, là, vous avez découvert le Pérou à Orléans ce matin. Ah bah oui, on le découvre chaque jour. Mais on l'a dit en permanence. Non, mais on le découvre chaque jour. Mais les droits individuels... Pourquoi le président de la République ne le dit pas ? Mais on le passe notre temps à le dire. Mais vous, oui. Mais pourquoi le président de la République ne le dit pas ? Les droits individuels, effectivement, menacent les droits collectifs. C'est vrai pour tout. Cet homme, on a jugé qu'il menaçait notre sécurité collective, qu'il devait être expulsé. On oppose des droits individuels. C'est avec ça qu'il faut en finir au niveau des OQTF comme dans tout autre problème. Et Bruno Retailleau a dit, il a raison, je l'ai soutenu, il parle du maire et je l'ai eu hier. La loi protège les OQTF plutôt que les maires. Cette loi, plus personne ne la comprend. Il faudra changer l'état de droit, par exemple changer la Constitution française, la modifier pour rendre le pouvoir au pouvoir. Voilà ce que dit Bruno Retailleau et on peut être d'accord avec lui. Alors, Marine Tourdelier, oui. L'autre point important dans ce dossier, c'est que cet individu ne veut pas se marier avec une femme française. Il s'agit d'une Finlandaise. Mais ce mariage entre un Algérien et une Finlandaise, s'il devait être prononcé, permettrait de régulariser la situation de ce monsieur algérien. Et de la Finlandaise. Puisqu'en fait, il s'agit d'une ressortissante européenne. Et puisqu'il est une ressortissante européenne, ça régularise monsieur en France qui est algérien. Bon, je crois que Laurent Wauquiez a pris la parole également, mais je voulais vous faire écouter... Laurent Nunez a pris la parole, mais je voulais vous faire écouter avant Marine Tondelier. Marine Tondelier, c'était il y a quelques semaines, elle y a vu, elle voit dans ces mariages l'amour. Parce que qu'est-ce que c'est leur problème au fond ?
c'est l'amour. C'est ça la société qu'il nous propose. C'est une société où, alors si vous êtes français, vous tombez amoureux d'un français, c'est bon. Mais si vous êtes français, attendez, c'est moins de droits pour les français à la fin, donc ça, je pense que ça intéresse vos téléspectateurs. Si vous êtes français aujourd'hui et que vous tombez amoureux de quelqu'un qui ne l'est pas, quelqu'un qui est en situation irrégulière, alors vous aurez moins de droits que les autres Français. C'est une attaque faite à l'amour, faite au sentiment, comme si le fait d'avoir l'un des deux membres du couple qui est en situation irrégulière laissait planer un doute sur la sincérité des sentiments. C'est extrêmement grave de penser ça. On va aller jusqu'où, en fait, dans la dérive? Bon, c'était en mai 2021. C'est une pépite. Hein. Ah ouais. Franchement, c'est une pépite. Non, mais là, on ne peut même pas commenter, on peut juste rigoler. Voilà, c'est vraiment énorme. C'est un sketch. C'est un sketch. Madame Tourdelier est un sketch. Et sur ce point, en tout cas. Les Verts n'ont pas entendu parler des mariages blancs. Bon, Laurent Nunez, qu'a-t-il dit, Laurent Nunez? Écoutons-le. Je trouve aussi que ça peut paraître aberrant pour nos concitoyens aussi. Moi, ça me semble aussi aberrant. Ce sont des choses qu'on ne comprend plus. Voilà, nos citoyens ne le comprennent pas. Maintenant, c'est le droit. Et surtout, ce que je veux dire, c'est que ça n'empêche pas. Attention, et c'est pour ça que d'ailleurs que Gérald Darmanin a fait modifier les textes et notamment la loi de janvier 2024, qui nous permet de reconduire néanmoins ces personnes. C'est pas parce qu'elle va se marier avec quelqu'un qui est français ou qui est résident en France qu'on ne pourra pas le reconduire. Non, mais il y a moins de 10% des... Ouais, mais il y a moins. Il y a 4% des OQTF qui sont effectives, exécutées. Et il dit, c'est pas parce que le type se marie qu'on va pas pouvoir le ramener à la frontière. Il se moque du monde. Non, puis c'est vrai qu'avec l'Algérie, c'est très simple. Oui, en plus avec l'Algérie, surtout de la part de Laurent Nunez qui... Non, mais en fait... Moi, je veux bien tout entendre, mais enfin, il y a un moment... Monsieur Nunez, la vérité, c'est que Monsieur Nunez, il n'y peut rien. C'est-à-dire que il y en a qu'un qui dit quelque chose de juste sur ce sujet, c'est Bruno Retailleau. Voilà, lui il dit il faut changer les choses. Oui, il faut changer la Constitution. Bon, voilà. Les autres, ils montrent leur impuissance. Vous avez un président de la République qui dit faut changer les choses, il n'y arrive pas. Vous avez un ministre de l'Intérieur qui dit faut changer les choses, il n'y arrive pas. C'est l'impuissance. Attendez, donc en fait, ils ne servent à rien. Imaginez. Sur ce sujet. Faisons de la politique fiction. Imaginez que Retailleau soit élu président de la République, qu'il ait une majorité derrière. Il faudrait quand même, pour changer la Constitution, qu'il ait les 3/5 du Congrès, c'est-à-dire Sénat plus l'Assemblée, pour pouvoir modifier le... Ça prendrait un temps fou. Non, alors, avant, quand même, c'est juste un détail, mais donc, je reviens à ma réunion devant le Conseil de l'Europe des ministres de la Justice qui veulent pouvoir expulser des délinquants qui ont commis des crimes graves et qui sont sous OQTF, ou l'équivalent dans les pays européens. Donc, vous aviez les pays scandinaves, les pays d'Europe de l'Est, un certain nombre de pays comme ça, la Grande-Bretagne évidemment, qui voulaient pouvoir sortir ces étrangers, ces migrants, et les mettre dans un pays tiers, un pays sûr, qu'on ne peut pas les renvoyer en Afghanistan ou ailleurs. Qu'est-ce qu'a fait la France? Dont l'ambassadeur, qui est l'ambassadeur de la France, français, auprès du Conseil de l'Europe? Eh bien, il s'appelle... Vous ne le connaissez sûrement pas comme diplomate, il s'appelle Pap Ndiaye. Et qu'a dit M. Pap Ndiaye? Eh bien, il a dit que non. On sentait bien qu'il y avait quelque chose d'insidieux dans cette demande de nos voisins européens et qu'on ne pourrait pas laisser faire. Et donc la France est opposée à la réforme. Bon. Écoutez, Emmanuel Macron, toutes ses dernières nominations montrent qu'il retourne d'où il vient. Voilà, c'est un socialiste. C'est un socialiste. C'est Emmanuel Macron qui a nommé Pap Ndiaye. Voilà, c'est pour ça que je dis ça. C'est un socialiste, Emmanuel Macron, et il retourne. Il y a une cohérence. Voilà, il retourne dans son camp très tranquillement. Il a nommé Richard Ferrand, il a nommé Pap Ndiaye, il a nommé. C'est pas une insulte d'être socialiste, hein, il a le droit, mais il retourne de là où il est né. D'ailleurs, et plus le temps passe, plus il retourne de là où... la nomination du président de l'Agence française de développement à la Cour des comptes, là, vous avez vu ça? Oui, Monsieur Rémy Rioux, mais c'est pas clé encore. Rémy Rioux qui a dépensé, c'est-à-dire que celui qui va contrôler l'argent, c'est celui qui a fait n'importe quoi avec l'argent des Français depuis des années. C'est-à-dire qu'il a payé, on a cité des exemples, alors il a donné, je crois, 1,5 million à Gaza pour... on donne de l'argent à la Chine. On donne de l'argent à la Chine. Oui, mais je suis d'accord avec vous. On subventionne des associations en Chine. Ils se sont fait un système aux petits oignons pour eux. Ce sont des énarques. Ils ont bâti tout un système d'agences, d'administration, etc., pour avoir les postes à eux, pour travailler très tranquillement, parce qu'ils ne sont pas débordés. Hein. Faut pas raconter de salade. C'est pas quand tu gères ces administrations, c'est tranquille le matin et doucement le soir, hein, l'après-midi. Il ne faut pas se raconter de salade. Bon, ils sont heureux,
Mais c'est vrai. Mais vous le savez comme moi. Vous le savez comme moi. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils restent. Ils vont pas dans le privé. Pourquoi ? Parce que c'est souvent un petit peu plus rude. Bon. Non, c'est mieux payé. Vous avez raison. Souvent, c'est mieux payé. Vous avez pas. Non, mais il y a une exigence de résultat. Il y a des choses très bien, vous savez. Il y a une exigence de résultat. Oui. Vous savez, moi, je ne vais pas vous citer de certains exemples de ceux qui ont dirigé des banques ou etc. Ce qu'ils en ont fait. Hein. Tu leur donnerais l'épicerie du coin, au bout de 3 mois, ça ferme. Hein. Je préfère qu'ils soient là. Ils ont bien raison de rester là où ils sont pour eux. Bon, c'est pas grave. La colère agricole, Vincent Fernandez, on va, avec des questions qui ont été posées hier à Annie Genevard, on va marquer une pause avant cela. Il est 9h22. C'est l'esprit de Noël. Ça règne. Il souffle fort sur le plateau depuis 20 minutes. Ça commence très tôt, l'esprit. Mais non, mais Rémi Rioux, c'est une œuvre d'art. Si Rémi Rioux, il s'appelle Rémi Rioux. Oui. Bon, si Rémi Rioux est nommé président de la Cour des comptes, c'est une nouvelle. Ah, c'est fait ? Écoutez, après Najat Vallaud-Belkacem, c'est une œuvre d'art. C'est une œuvre d'art, ce monsieur. Il est 9h23, tout de suite.